Je me souviens, cette petite église au bord de la route. Mais ces bois, ce nouveau paysage, je ne les reconnais pas. La rue de l'église de mon village est devenue une route. L'autre rue, la grande rue, semble disparue. Croyez-moi, avant, ici, c'était un village. Mon village, Regnéville. Nous étions 150 habitants avant la guerre la guerre de 14-18. Cette route n'était pas goudronnée et elle traversait le village d'est en ouest. C'était la rue de l'église. L'église était alors au centre, à la croisée des deux rues principales. C'était un vrai village, bien vivant, avec des cultivateurs, un curé, un instituteur, des enfants, des animaux. Nous habitions de belles fermes entourées de champs. Mais ça, c'était avant. Avant la guerre, voici à quoi ressemblait mon village. Autour, il y avait des champs, des prés et des pâturages. Pas de bois, pas d'arbres. Un paysage vallonné, de plateaux céréaliers. La route de Verdun à Pont-à-Mousson était la plus fréquentée. On y trouvait l'église et plus au nord le cimetière du 19e. Quant à la grande rue, elle était perpendiculaire à cette route. Mes parents possédaient une ferme et nous ne manquions de rien. J'avais 20 ans en 1914. En arrivant du sud-ouest de Réménoville, on empruntait la route plantée d'arbres. On voyait à l'horizon le bois du Four et le bois de la Rappe, sur des collines aux pentes douces. Puis il y avait, à l'entrée sud du village, un lavoir, je crois, où les femmes allaient échanger les derniers potins en faisant leur lessive. C'était d'un des endroits où l'on parlait avec l'église et l'auberge. Les nouvelles s'y échangeaient au jour le jour. En continuant sur la route, qui se transformait en rue, la grande croix de Mission nous accueillait alors sur la gauche. La rue tournait, presque à angle droit. Notre village comptait une auberge où l'on organisait les repas de fête, mariage, baptême, enterrement, communion. Parfois il y avait des bals ou des meetings politiques, c'était un événement. Oui, l'auberge Tassin, construite par une famille proche de la nôtre, était animée. À nos yeux, c'était un beau bâtiment. Au rez-de-chaussée, l'accueil, la salle à manger et les cuisines. Au premier étage, les chambres. Le dernier étage d'attique était celui des combles. La façade sud était celle de l'entrée de service. Elle était assez simple. On y voyait les chéneaux et les descentes d'eau pluviale. Un soupirail menait à la cave dans laquelle les Tassins entreposaient nourritures et boissons. L'auberge se distinguait aussi par ses couleurs inhabituelles. Ses murs foncés contrastaient avec des éléments plus clairs. Les pierres de chaînage d'angle, les chambranles des ouvertures, mais aussi le socle en pierre en grand appareil, c'est-à-dire de belles factures. La façade ouest était plus travaillée. Elle était composée de 3 travées. Les fenêtres avaient des linteaux en arc surbaissé, ainsi que la grande porte centrale. Les rues avaient des rigoles pour canaliser l'eau de pluie et les eaux sales qui découlaient depuis les usoirs. Je vous laisse imaginer les jours de pluie. Nous marchions dans la boue. En descendant vers la grande rue, on découvrait ce paysage très lorrain, ces fermes qui avaient l'air de se tenir chaud en se serrant, mais n'étaient pas alignées les unes avec les autres. L'usoir, le fameux endroit où l'on mettait matériel agricole et tas de fumier, était ici aussi bordé des rigoles d'évacuation d'eau. Selon l'orientation, les façades recevaient ou non le soleil. C'était tellement typique. Des murs avec peu d'ouverture, une architecture simple et fonctionnelle, des portes de grange et des fenêtres réduites. Les jardins s'étiraient derrière, souvent organisés de la même façon depuis la façade arrière de la ferme. Un jardin potager, puis un verger entouré de haies et parfois un petit champ ou une petite pâture. Ce paysage de façades simples et répétitives, qui se succédaient les unes aux autres, était à l'image de nos jours, un monde rassurant qui ne changeait pas.
La rue de l'église, perpendiculaire à la Grand-Rue, était un peu différente. On y trouvait bien sûr l'église, signalée par son clocher. L'église n'avait pas de vrai parvis, elle donnait presque sans recul sur la chaussée. Le clocher-porche était une tour à plan carré assez simple, il faut le dire. Des horloges écrénaient les heures et les cloches les sonnaient. Une flèche d'ardoise couronnait le tout. En remontant depuis la Grand-Rue, on voyait mieux notre église et sa position de pivot dans le village. Notre église était simple, une église halle de l'époque classique, remaniée au XIXe, entourée de l'ancien cimetière. L'abside gothique était articulée à une nef classique rectangulaire, éclairée par des fenêtres cintrées. La toiture de la nef était en tuile canal, cet héritage romain qui a perduré en Lorraine. L'abside était couverte d'ardoise, comme le clocher. La porte de l'église était surmontée d'un fronton triangulaire orné du tétragramme rayonnant, symbole de la Sainte Trinité. Le millésime de l'église, 1782, était indiqué dans une table saillante avec la devise « Domus Altissima, la maison du Très-Haut ». Une rose et des chaînages d'angles harpaient sur la nef et droits sur le clocher complétaient la modénature. Au-dessus des baies, avec les abassons, le clocher s'élançait, terminé par une croix surmontée d'un coq girouette. Plus loin, dans la rue de l'église, on trouvait la mairie et le presbytère, regroupés dans un même îlot sur la gauche. C'étaient des bâtiments différents des fermes. Isolés sur leurs parcelles, ils avaient une architecture du XIXe simple mais soignée. Il y avait aussi une maison qui me faisait rêver parce que ce n'était pas une ferme mais une vraie maison bourgeoise. Elle était décorée en façade et en toiture avec des lambrequins qui se découpaient en ombres festonnées. Une petite fenêtre en débord et un décor de façade raffinaient encore cette maison. C'était mon village en 1914. Raigneville, un petit monde calme, paisible et qui vivait en autarcie. Nous étions heureux alors, et nous ne le savions pas. Un matin d'août particulièrement radieux, il y eut un affichage du maire. Bientôt, 1, 2, 10 personnes, puis presque tout le village se trouva réuni devant l'affiche. C'était la guerre. Sur le mur, un ordre de mobilisation générale. Mon frère aîné faisait partie de la classe 14. Tandis que certains se réjouissaient et parlaient de prendre Berlin, moi j'étais terrifiée. Les plus jeunes criaient, chantaient, heureux d'en découdre avec les Boches. Les plus vieux se désolaient ou bien se taisaient. Les femmes étaient abasourdies. J'ai regardé l'horizon, en essayant de deviner ce que l'avenir allait apporter.
Les Allemands avaient occupé le village en 1914 et nous l'avions repris dès 1915 lors de la bataille de la Wèvre. Nous avons fortifié notre position en creusant nos tranchées dans et autour du village. L'ennemi s'était installé à quelques dizaines de mètres, en contre-haut, protégé par le bois de la râpe et par le bois du four. Les Allemands nous canardaient de temps en temps, visant d'abord le clocher, puis une fois qu'il fut tombé, tout le village. Au printemps 1916, ce n'était déjà plus que des décombres. Nos avions de reconnaissance prenaient des clichés des tranchées et nous les étudions pendant des heures pour indiquer à notre artillerie où bombarder. Les QG, les casemates, les nœuds de communication entre tranchées. Les Allemands s'étaient installés en hauteur à l'orée du bois. Eux aussi avaient construit leurs tranchées tout au long de la guerre. Nous leur avions donné des surnoms, tranchées des rats, tranchées des cri-cris. Les leurs étaient consolidés avec du béton et protégés par un maillage de fils barbelés. Vouloir y pénétrer, c'était la mort assurée. Mais nous patrouillions de nuit pour faire des reconnaissances, et eux faisaient exactement la même chose. Nous avions des pieds de cochon, ces tiges métalliques qui maintenaient le barbelé et promettaient l'empalement aux imprudents. À la fin de la guerre, ce village que j'avais connu à peu près intact était par terre, entièrement ruiné. Aujourd'hui, Regnéville témoigne comme une victime de guerre. Regnéville, un village qui n'existe plus.